bienvenue à la maison commune de l'artisanat et des métiers de Vendée, la chambre des métiers de l'artisanat, donc, qui vous accueille pour la 3e année consécutive à la conférence Balise, sur le thème cette année, donc, de la qualité de vie au travail, la QVT à l'épreuve de l'IA. Nous avons la chance d'accueillir 2 experts qui n'ont pas été remplacés par des robots, du moins pas pour l'instant. D'abord, Vincent Beau, l'homme qui a osé écrire QVT, en finir avec les conneries, titre qui lui a valu d'être blacklisté de tous les séminaires de team building en pleine nature. Et David Huguet, du cabinet Archivolt, notre gourou des données, capable de transformer des tableaux Excel les plus bordéliques en véritables œuvres d'art numériques. L'homme qui parle couramment le Python, le R, et même le langage des machines à café connectées. Alors, commençons par vous, David Huguet. Bonjour à tous. Oui, effectivement, déjà l'intelligence artificielle, vous l'avez déjà dit, hein, il y en a partout. Hein. Vous avez dans vos téléphones, vous l'avez dans votre voiture, et puis vous l'utilisez, un ChatGPT. Je pense que est-ce que quelqu'un déjà n'a jamais utilisé d'IA générative dans la salle? Ouais, je pense que c'est déjà rentré en fait dans notre quotidien, et parfois même on utilise l'intelligence artificielle sans le savoir. Mais vraiment, voilà, c'est ça. Que dans votre GPS, il y ait de l'intelligence artificielle ou pas, quelque part, il vous amène au bon endroit et ça suffit. Mais depuis l'origine, alors l'intelligence artificielle, on va dire la naissance, il y a plusieurs scientifiques qui se sont réunis dans les années 50 et puis ils se sont dit on fait tous un peu la même chose, il y a un concept là derrière, mais qu'est-ce que c'est ce concept-là? Et ils ont essayé un petit peu de définir ce qu'ils étaient en train de penser ou de réfléchir. Et puis l'idée, c'est de fabriquer une machine qui essaye de ressembler à l'humain, voilà, de comprendre l'intelligence humaine et essayer de la reproduire. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, alors que tout le monde s'en empare et qu'on va commencer à légiférer, on en parlera peut-être plus tard, le Parlement européen dit aussi c'est vraiment ça, c'est l'intelligence artificielle, c'est de reproduire un comportement lié aux humains, tel que le raisonnement, l'écriture que vous avez utilisé. Voilà. Et puis derrière tout ça, l'intelligence artificielle, en fait, c'est 4 choses. C'est un algorithme. Alors vous utilisez déjà, vous, des applications au quotidien, elles sont faites avec du code. Et la nouveauté dans l'intelligence artificielle, c'est que ce code, on l'enrichit par des données. C'est-à-dire vos données personnelles, les données de votre entreprise, eh ben dedans, il y a toute votre histoire. Il y a l'histoire que vous avez avec vos clients, il y a l'histoire de vos salariés, il y a l'histoire de vos produits, il y a toute cette histoire-là. Et l'idée, c'est de rentrer cette histoire-là dans les algorithmes pour répondre à la question qu'est-ce qui se fera demain, quoi. Hein, on essaye de prédire, on essaye d'optimiser, on essaye d'innover. Et puis, au-delà de ça, ben, le tout s'exécute sur de la puissance de calcul. Et pourquoi aujourd'hui on en parle énormément, et notamment de ChatGPT? Parce qu'il y a des gens qui ont investi énormément d'argent, et c'est qu'une histoire d'argent dans les données et la puissance de calcul, et derrière, ça utilise des probabilités. Alors votre texte super, en fait, c'est une suite de mots probabilisés. En fait, l'algorithme a calculé une probabilité de suite de mots suite à votre prompt, à la question que vous lui avez posée. Donc il n'est pas du tout intelligent, c'est une suite de mots les plus probables par rapport à la question que vous avez posée. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun raisonnement, il n'y a aucune intelligence quelque part. Intelligence, la CIA par exemple. Est-ce que vous connaissez la CIA? Je ne les ai pas rencontrés personnellement. Peut-être qu'eux me suivent, mais quand je me retourne, ils ne sont plus là. C'est Central Intelligence Agency, donc c'est les services secrets américains. Et si c'était la centrale de l'intelligence, on le saurait. Ah oui, c'est vrai que ça ne marche pas toujours là. Non, la traduction en français ne marche pas toujours. Ouais. Donc l'intelligence, plutôt dans le sens de l'information. C'est exactement ça. Renseignement, information. D'accord. Donc le texte était uniquement construit par des probabilités et il vous a semblé tout à fait efficace dans sa rédaction. Bon, non. Je ne vous demande pas de le comparer. Moyen. Ah, ça me jamais. Moyen. Autant, parce que c'est vrai. Il a été entraîné avec toutes les données d'Internet. Voilà. Donc à la fin, c'est moyen. C'est moyen. Bon. Donc c'est peut-être mieux que ce que vous auriez fait. Si on est moins bon que moyen, c'est meilleur que nous. En fait. Voilà, mais n'ouvrons pas cette parenthèse qui pourrait nous faire perdre un petit peu de temps, et le timing de la matinée est assez serré. Alors, si on recentre sur ce qui nous intéresse ce matin, donc là, merci pour cette définition comme ça de l'intelligence artificielle. Alors, qu'en est-il de son utilisation concrète dans les usages qui seraient celles d'entreprises qu'on peut en rencontrer sans doute dans le quotidien des personnes qui sont là ce matin? Alors, je ne m'attendais pas à cette question. Ah bon? Alors, dans ce cas... Non.
Quatre exemples proches de nous, hein, dans notre département. Là, on est sur une découpe de canard, par exemple. Voilà, il y a de l'intelligence artificielle dans la découpe de canard. Ok. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est très technique, mine de rien, qui est pénible, qui est dangereux, parce qu'on manipule des couteaux qui sont très coupants. Pour le canard notamment. Oui, c'est très dangereux pour le canard. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que potentiellement, on a du mal à recruter, donc, comme dans beaucoup de secteurs, hein, mais là, on a du mal à recruter des personnes qualifiées pour ça. Et donc, on a une main-d'œuvre qui vient de Pologne, de Roumanie, pour travailler dans ces usines-là. Et c'est du vocabulaire très spécifique, qu'on ne va pas trouver forcément dans les dictionnaires classiques. Et donc, du coup, dans ces usines-là, il y a un interprète qui vient tous les 6 mois. Mais parfois, il y a des nouveaux travailleurs qui arrivent. Et comment on fait pour leur expliquer les règles de sécurité avec des mots très techniques, en polonais, en roumain? Pas forcément facile. Et bien là, une IA générative qu'on peut entraîner soi-même avec des mots très techniques autour de la découpe de canard, c'est-à-dire qu'on entraîne nous-mêmes voilà ce que c'est qu'une aiguillette en polonais ou en roumain. Un manager qui accueille des nouveaux travailleurs arrive très facilement à communiquer avec eux, même avec des mots très techniques. Le deuxième que je voulais vous proposer, on n'est plus dans l'IA générative, et on est dans des entreprises. Là, je suis parti d'une entreprise qui était assez grosse. Hein. Là, on est dans une toute petite entreprise. On est à Tillers, pour ceux qui connaissent le nord de la Vendée, et le 49. On est chez un ferronnier qui, tous les ans, doit faire des inventaires très complexes. C'est chronophage. Il ne veut pas le faire, donc il fait mal en plus. Voilà. Et grâce à des outils qu'il peut avoir clé en main sur son téléphone, voilà, vous voyez, hein, il est capable de compter là, des tubes, des vis, voilà, tout ce qu'il a dans son entrepôt très, très facilement, avec un petit abonnement qu'il prend. C'est 20 € la journée. Alors ça peut paraître cher, hein, parce que si on l'utilise 200 jours par an, à la fin, ça fait une sacrée somme quand même. Mais comme il fait son inventaire sur une journée, les 20 €... voilà, il gagne énormément de temps, et puis il peut même entraîner lui-même l'algorithme en lui disant ça c'est une vis, machin, ça c'est... Voilà. Et comme ça, en prenant une photo, on arrive bien à compter le nombre là, de tubes, par exemple. Un autre exemple dans une entreprise que vous connaissez au Sable d'Olonne, c'est très complexe pour les personnes les pédagogues qui préparent tout ce qui est support pédagogique pour tout ce qui est apprendre le code de la route. Voilà. Lorsqu'il faut qu'ils trouvent une photo qui est sur telle route, il faut une double sens, il faut une voiture en face, il me faut tel panneau, il faut un arbre, c'est très très complexe à trouver dans la bibliothèque. Et donc ils ont développé un algorithme qui permet de classifier les photos, et comme ça un pédagogue qui cherche une route voilà, à double sens avec une ligne qui n'est pas continue, avec une camionnette qui arrive en face et puis un panneau au virage. Voilà, il trouve la photo très rapidement, alors qu'avant il lui fallait plusieurs minutes, voire 1 heure pour trouver la photo. Et alors là, sur ce cas précis, ça sous-entend qu'il a fallu en amont décrire les images, il a fallu... C'est ça, ce que je disais. Pour entraîner... Donc il y a les données, c'est les photos, plus une annotation. Effectivement, on va dire... Là, il y a un panneau à cet endroit-là, là, il y a une voiture, là, il y a une ligne continue. Et petit à petit, l'algorithme, il va apprendre. Il va dire, sur cette photo à cet endroit-là, ouais, je sais ce que c'est qu'une ligne discontinue maintenant, je sais ce que c'est qu'un panneau. Voilà. Et petit à petit, il va réussir à reconnaître par lui-même et à taguer, on appelle ça taguer les images, c'est-à-dire qu'on va mettre du sens sur une image. D'accord. Et ce travail-là, par contre, il est fait en amont, en interne par l'entreprise. Et il est fait en amont par un spécialiste. C'est-à-dire c'est même les utilisateurs, c'est même le mieux, c'est que les utilisateurs de cette fonctionnalité-là, ce soit eux qui entraînent le modèle, parce que c'est eux les experts en définitive. D'accord. C'est eux qui, quelque part, vont passer leur savoir à l'algorithme en taguant des photos. Très bien. Donc, code de la route. Code de la route, ouais. Et puis un petit dernier, là on est sur... Donc avant on était sur ce qu'on appelle de la vision, des algorithmes de vision, de reconnaissance d'image, et là on est sur plutôt un algorithme d'optimisation. Alors que si vous êtes dans le transport, je pense que déjà vous connaissez ce genre d'algorithme-là parce qu'ils ont été intégrés à vos logiciels de transport, d'optimisation. Vous savez, le retour à vide, c'est pour les transporteurs quelque chose d'assez important. Là on est sur des ambulances. Et dans ce cas-là, les planificateurs mettaient 2 heures le soir, souvent, parce qu'ils avaient les commandes très tard. Ils mettaient 2 heures pour planifier toutes les routes du lendemain. Et là, ils peuvent aller beaucoup plus vite pour un premier plan de transport. Et eux, ensuite, réinjectent un petit peu de leur savoir pour avoir un plan de transport
qui tiennent encore plus la route. Et ce plan de transport-là, il tient en compte du besoin des patients à transporter, mais aussi des temps de travail et de la qualité de vie au travail des chauffeurs. Voilà les 4 exemples que je voulais vous citer rapidement sur le territoire qui fonctionnent. Donc là, si on fait un rapide rappel, on a donc un premier logiciel qui est plutôt celui d'intelligence artificielle générative, hein, pour en gros utiliser la langue, le langage de manière fluide entre différents locuteurs de différentes langues. C'est ça. Avec un lexique technique très précis. Et on comprend bien qu'effectivement, quand il s'agit de découpe, c'est dangereux et qu'il vaut mieux se comprendre quand on se parle. Ensuite, c'est de l'intelligence liée à de la lecture d'images. Et là, celui-ci se qualifierait comment ? C'est l'optimisation. Optimisation. Voilà. Okay. Alors là, il n'y a pas de données, à part les données c'est les bons de commande et les routes, quelque part, et les temps de trajet. Voilà. Il n'y a pas d'entraînement particulier. Là, on est sur de la recherche opérationnelle. Pour ceux qui ont fait ça, peut-être au lycée. C'est peut-être des choses que vous avez travaillé en terminale, si vous étiez en filière scientifique. Personne n'a envie d'intervenir sur ses souvenirs de lycée. Alors, ça pourrait pourtant être intéressant, peut-être. Mais alors, si je reviens sur les exemples que vous nous avez donnés, il y en avait certains, on a compris que ça se situait dans la région, au Grand Ouest, peut-être même la Vendée. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, parce qu'on est ici en Vendée, et précisément à La Roche-sur-Yon. Est-ce qu'il y a un état des lieux plus précis, peut-être, qui peut être fait sur l'intelligence artificielle, son utilisation par les entreprises vendéennes ? Aujourd'hui, je trouve que les entreprises vendéennes, il y a des très beaux projets qui sont faits, avec des retours sur investissement qui sont pertinents par rapport aux besoins. Je sens venir un mais. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a eu de très beaux projets. Mais aujourd'hui, on a du mal à se projeter sur c'est quoi l'IA dans mon métier durablement, en fait. Où est-ce que je l'intègre, comment je l'intègre, qu'est-ce que je l'intègre dans ma stratégie, et comment, et où, et pourquoi faire, et quelles sont les incidences, et notamment quelles sont les incidences sur mes salariés et quelles sont les incidences sur mes clients, mes utilisateurs finaux. Quoi. Ça, c'est vraiment une des clés. Quoi. Ouais, donc, quelque chose un peu au coup par coup pour l'instant. Oui, c'est ça. Ouais. Par opportunité, mais c'est peut-être lié à la culture aussi de l'entrepreneur vendéen, en fait, qui marche par opportunité, qui va là où il sent qu'il y a une vraie opportunité. Ouais. Ok, alors je ne me permettrai pas d'avoir un avis sur ça, parce que vous savez, je suis un peu périphérique. Je ne suis qu'un masque que l'on vient poser sur le sujet du jour. C'est pourquoi, pour ne pas avoir un avis trop personnel qui serait peut-être pas assez qualifié, je me suis permis de poser la question de nouveau à une intelligence très artificielle. Alors, voilà la réponse que j'ai obtenue. Je vous la livre. Soyons sérieux un instant. Un entrepreneur vendéen qui se respecte n'a besoin que de 3 choses. Son bon sens légendaire, son carnet de commandes bien rempli et son fidèle Excel 2003. Pourquoi diable voudrait-il d'une intelligence artificielle alors qu'il a déjà une intelligence naturelle qui a fait ses preuves depuis des générations ? D'ailleurs, parlons-en de ces algorithmes sophistiqués. Peuvent-ils vraiment comprendre la subtilité d'une négociation commerciale autour d'un muscadet ? Sauront-ils apprécier la poignée de main ferme qui vaut tous les contrats du monde ? J'en doute fort. Et que deviendrait notre légendaire ? On fait comme d'habitude. Un entrepreneur vendéen n'a pas besoin d'assistant virtuel, il a déjà sa secrétaire, Martine, qui gère tout depuis 1987. Merci bien. Et puis, soyons honnêtes. Quand votre force commerciale repose sur le fait que vous êtes le cousin du beau-frère du maire adjoint, quel algorithme pourrait rivaliser avec ça ? Non, décidément, l'intelligence artificielle en Vendée, c'est comme les embouteillages à Luçon, on peut s'en passer. C'est ça, c'est la moyenne de ce qu'il a trouvé sur Internet quelque part. Il y a peut-être des choses à changer dans l'idée qu'on se fait de l'entrepreneur vendéen. Alors par contre, il y a des choses qui sont vraies. Enfin, je trouve. Le côté, en fait, dans ce qu'on cherche à faire des algorithmes, ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est toute l'histoire, quelque part, de l'entreprise. On essaye de la mettre dans des algorithmes. Mais en définitive, comme sur le territoire, on a des sociétés où il y a peu de turnover, les gens changent peu, il y a un fort échange entre générations de transfert de compétences. Où les gens arrivent dans une entreprise stagiaire, ils restent alternants, et puis ensuite ils font leur carrière là. Et donc cette transmission humaine, quelque part, je pense qu'elle fait qu'on a moins besoin de capitaliser le savoir de l'entreprise dans un algorithme que dans peut-être d'autres territoires. Il y a peut-être un truc à creuser de ce point de vue-là. Après, pour être très honnête, je vous dois de préciser que dans mon prompt, il y avait le mot ironique.
Voilà. J'ai un peu coloré quand même C'est la ça. recherche, mais sinon vous n'auriez pas eu le plaisir de sourire. C'est bon pour le cerveau, les endorphines, tout ça, et on applaudit, on se réveille et on n'est plus disponible pour écouter la suite. Alors, merci d'avoir apporté cette Mais j'en avais précision. une autre à préciser. Ah mais je vous en prie, Ouais, c'est vous le patron, je vous trouve, savez, non, je suis là, je trouve que faute de mieux. le côté pragmatique aussi fait que souvent, les gens que je rencontre ici en Vendée, quand on met un sou dans un projet, on veut déjà savoir si on va récupérer le sou qu'on a mis, voire un et demi, voire deux, voire plus si ça se passe bien, quoi. Dans ces projets-là, malheureusement, le ROI, il est pas du tout, le retour sur investissement, il n'est pas du tout garanti au départ. En fait, il faut mettre plusieurs sous des fois pour voir ce qu'on va gagner. Et ça, peut-être que c'est pas non plus trop dans la culture locale, en fait. D'accord, donc là il y aurait peut-être quelque chose de l'ordre du goût, du risque à Exactement. questionner, quoi. Ouais. Sans faire de généralité excessive. Non, parce que c'est un évidemment. territoire qui innove énormément aussi. Oui, oui. Donc, c'est pas un frein à l'innovation, je pense. Très bien. C'est plus le fait d'avoir peut-être une prudence vis-à-vis d'une technologie sur laquelle on n'a pas été innovant, parce qu'elle vient de l'extérieur, d'une certaine manière. Ok, alors là, on vient de resserrer la focale sur notre écosystème local. Et si du coup, on voit plus généralement, au niveau national, comment ça se passe. Et puis là, les exemples qu'on avait, c'était plutôt des entreprises privées. Et dans le secteur public, est-ce qu'on a des informations? Ouais, alors là, il y a vraiment, depuis le rapport Villani, en fait, il y a beaucoup. Alors, le rapport Villani, parce que tout le monde n'est peut-être pas au clair sur ce qui est Villani et ce rapport. Alors, c'est un mathématicien français, primé plusieurs fois, qui a écrit un rapport sur l'IA et son avenir quelque part en France, quoi. Voilà, et qui a déclenché plusieurs politiques publiques autour de l'IA, notamment, j'en parlerai après, peut-être la BPI qui amène beaucoup de choses sur l'IA aux entreprises. Et donc, l'administration française s'est assez vite emparée de ça, et notamment pour essayer de contrer un petit peu l'hégémonie de nos amis anglo-saxons américains. Voilà, où ils inventent. Voilà. On parle beaucoup de ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT dans la vie. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi il ne faut pas l'utiliser. Attention, spoiler. Voilà. Et donc, deux exemples que je voulais vous citer, c'est France Travail, qui a développé Lego. C'est son petit... c'est le nom de son intelligence artificielle qui permet d'aider le conseiller à détricoter un petit peu les dossiers des demandeurs d'emploi et des entreprises, et aussi de faire le match entre les deux, parce que c'est un peu un Tinder. France Travail. Voilà, il faut que l'un séduise l'autre, et voilà, et sur des critères qui sont parfois très, très complexes, avec des documents, beaucoup de textes, du réglementaire. Donc là, l'intelligence artificielle générative, du coup, est un bon allié. 600 000 demandes, je crois, ça traite aujourd'hui, mais en amont, il y a des agents qui entraînent ce modèle, qui s'appelle Lego, et en aval, il y a des agents qui prennent le résultat et qui, avec leur expertise, vont décider. C'est pas l'algorithme qui décide, hein. Il ne faut jamais que ce soit l'algorithme qui décide. C'est bien vous qui tournez le volant avec le GPS, hein. C'est pas le GPS tout seul, pour l'instant. Et le deuxième, c'était plutôt l'URSSAF. Pareil, hein, ils ont un moteur à eux, alors, qui s'appelle Albert, c'est ça. Le modèle, donc on a Claude, que vous avez utilisé, je crois. Oui, alors ça peut-être, je préciserai, mais... Qui est un cousin de ChatGPT. Et en France, on est en train de créer Albert. Voilà. Et puis pareil, l'URSSAF s'est emparé de ça, et de la même manière, là on essaye plutôt, au lieu que ce soit le collaborateur qui travaille avec l'IA, c'est directement le demandeur ou le final qui va converser avec un chatbot. Alors je pense que vous avez tous eu des... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu une bonne expérience avec un chatbot? Personne. Hein. Pour l'instant, c'est pas terrible. Est-ce que c'est le chatbot, là, que vous êtes sur un site, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre en bas, on pose des questions très très vite, après bonjour, et il est un peu perdu. Voilà. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire, mais pour des questions basiques, ça permet de permettre aux collaborateurs ensuite, si les demandeurs sont aiguillés sur des questions basiques, sur les questions un peu plus complexes, on a plus de temps, on peut intégrer plus de temps, plus de rapports humains, paradoxalement, quoi. Ok, donc on peut comprendre que l'intérêt pour l'utilisateur, c'est quand même qu'à la fin, ce biais-là nous permet d'arriver à un être humain en ligne.
C'est Ça l'idée. fait gagner du temps, mais la mauvaise expérience dont vous parliez, c'est souvent le fait qu'on a pu expérimenter les uns et les autres, que au final, on n'arrive pas à avoir un interlocuteur, et quand la question est trop précise, on a l'impression qu'on n'a pas forcément la meilleure des réponses. Alors pour ce qui est d'Albert, là, qu'on se comprenne bien, donc Albert, ce serait un chat GPT français. Dans l'idée, c'est ça. C'est ça l'idée, ouais. Alors, il y a Mistral déjà, mais comme en France, nos investisseurs sont des visionnaires, en fait, c'est Microsoft qui investit ensuite dans Mistral. Donc Mistral reste français, mais son investisseur principal est américain. Ok. Alors c'est intéressant, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais donc, nous on l'a appelé Albert. On voit bien que naturellement on a besoin de plaquer sur un outil robotique un visage humain. On a besoin toujours d'une forme d'anthropomorphisme pour se dire que le robot va pouvoir être quelqu'un comme nous d'une certaine manière. Alors c'est intéressant parce que alors Albert c'est très quotidien. Je veux dire, tout le monde, si je vous dis Albert, vous avez un visage qui arrive, celui d'Albert. Hein, on en connaît tous quelques-uns. Chez les Anglo-Saxons, il y a quelque chose de plus fantasmatique puisque quand justement on navigue sur Internet et qu'on demande des images de ce que pourrait être l'intelligence artificielle, on a en gros deux directions qui nous sont données, qui sont soit Terminator, c'est-à-dire le robot destructeur, ou je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'appelait Her, qui a été fait en 2013, je crois, avec Scarlett Johansson, qui était l'intelligence artificielle. Donc dans les deux cas, ça nous éloigne quand même d'Albert. Je pense que les Français n'ont pas tout à fait la même vision fantasmée de l'intelligence artificielle. Oui, alors, moi, Juste une parenthèse, je ne dis pas qu'il faut en tirer des conclusions. Mais alors, je ne vais pas la fermer, je vais rester dans la parenthèse. Pour ceux qui ont des enfants, vous avez vu Wall-E, donc ce petit robot là qui reste sur Terre et qui est chargé de nettoyer parce qu'on a mis un tel bazar que voilà. Est-ce que vous vous rappelez la place de l'humain dans ce film-là? On finit tous obèses sur une espèce de canapé volant avec une télé en face. Je crois qu'on est moitié nus en plus, hein, il me semble. Voilà. Donc ça peut être ça, la vision aussi de l'IA chez certains. Alors ça, ce serait plutôt, si on tire le fil, l'idée que si on ne fait plus rien parce que la machine fait tout, il ne restera plus que cette place-là à occuper. Quelle est notre place? C'est vrai que ça pose question. Alors ça, on a vu le logiciel qui trace les routes, là. Il y a une enquête qui a été faite il y a de cela 5 ou 6 ans maintenant. Vous en avez peut-être entendu parler auprès des conducteurs de taxis londoniens. Une enquête scientifique, hein, c'est pas du tout, c'est quelque chose de très représentatif et qui a été très construit. Les conducteurs de taxis londoniens, comme ceux sans doute de Paris ou de New York, ont cette capacité à se repérer dans l'espace très vite et dans un espace compliqué avec plein de paramètres à prendre en compte. Et depuis une quinzaine d'années, ils utilisent majoritairement le GPS. Il y a une enquête qui a été faite à base d'IRM du cerveau et qui a conclu à l'atrophie de la zone du cerveau qui correspond au positionnement dans l'espace. Ce qui fait que voilà, l'organe humain s'est rétréci parce que la machine l'a remplacé. Donc effectivement, ça pose aussi quand même une question de transfert de compétences, de transfert d'utilité et puis au final, peut-être même de transfert de capacité. Je ne dis pas ça de manière réductive ou définitive, mais ça peut quand même se questionner. Tant mieux si quelqu'un, malgré tout, compte nos tubes dans notre atelier de métallerie. Hein, ça, je ne dis pas que c'est mal, mais il peut quand même toujours se poser la question de comment on continue à entretenir nos compétences. Parenthèse refermée. Mais c'est une des questions clés. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire, si là, au sortir de la conférence, quelqu'un ici vient vous voir et dit, écoutez-moi, dans mon entreprise, j'ai bien envie de vous faire intervenir. En gros, je diagnostique peut-être un besoin. Comment est-ce que vous pouvez intervenir, vous ou un confrère? Ça ne s'agit pas de... Oui, on est plein sur le territoire. Alors, notre angle d'approche en général, qui n'était pas celle-là il y a 2-3 ans, mais bon, pareil, on a monté en compétences aussi. L'idée, c'est qu'il faut que tous les collaborateurs deviennent, ce que j'ai écrit là, un utilisateur averti et compétent. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de la direction générale, ce n'est pas une histoire du top management ou des managers, c'est l'histoire de tous. Et l'idée, c'est de tous comprendre comment ça fonctionne, un peu faire ce que vous faites aujourd'hui, hein, venir voir un petit peu comment ça fonctionne, essayer de comprendre les choses. Et puis, notamment, quelques aspects, on discute, avant de discuter de leur métier, de se dire, il y a des défauts. Hein, ChatGPT, si vous l'utilisez énormément, des fois, il répond n'importe quoi. Et alors, c'est celui qui est au milieu, là-haut, là, un avocat new-yorkais, lui, il avait bien testé, c'est-à-dire qu'il était un petit peu en retard ce jour-là, et il a voulu préparer sa plaidoirie avec ChatGPT parce qu'il n'avait pas eu le temps de préparer son texte. Et ChatGPT lui a répondu, dans ce cas-là, la jurisprudence numéro 3012-414 prévoit que... Et puis en fait, non, c'est une jurisprudence qui n'existait pas, un cas qui n'existait pas, parce que c'est des probas.
ChatGPT lui a répondu la réponse la plus probable. Il ne lui a pas dit je pense que c'est bon à 10% ou à 20%. Alors ça, ils sont en train de changer sur ça. Donc ça veut dire que ChatGPT a menti? Non, il n'a pas menti. Il a répondu ce qui était le plus probable pour lui. Donc pour lui, il n'a pas menti, non. Mais juridiquement, par contre, l'avocat s'est retrouvé dans la position du menteur parce que lui, il avait répété l'erreur de ChatGPT. On discutait, c'est parjure, c'est ça. Et puis aux États-Unis, c'est très très grave. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, ChatGPT va faire émerger ce que la pensée globale présente dans le cloud. Et si c'est pas, il répondra quand même. Voilà. Alors, faut faire attention à ça. Comme la majorité des gens sur Internet pensent que le muscadet est vendéen, lui, il nous dit ça. Voilà, c'est ça. Ok. Et ça s'appelle une hallucination. Une hallucination. Ouais. On dit que c'est ça, exactement. On dit que l'algorithme hallucine. L'autre, c'est alors il y a eu un exemple célèbre chez Amazon où à un moment Amazon avait voulu essayer un algorithme pour trier les CV. Et comme jusque-là, il n'avait employé que des hommes blancs de 40 ans, il ne choisissait que les CV d'hommes blancs de 40 ans. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un biais. En fait, l'algorithme, il va en fait, choisir ce avec quoi vous l'avez entraîné quelque part. Et un exemple que je voulais vous montrer, c'est celui qui est juste là. Alors, je ne sais pas si la résolution est assez bonne. 2 images générées par le petit cousin de ChatGPT là, qui fait des images. À gauche, vous avez 3 jeunes en France. Vous voyez, donc c'est 3 jeunes femmes, a priori avec la tour Eiffel derrière. Voilà. Et 3 jeunes en banlieue en France. On se retrouve avec 3 jeunes qui sont habillés très différemment et qui sont dans une rue moitié dévastée. Même des fois, il y a des feux allumés dans les rues. Voilà. Et donc ça, c'est parce que l'algorithme, il a été entraîné majoritairement par des Américains. Donc là, chez Midjourney, c'était 13 ingénieurs qui ont pris des images. Sur tous les sujets, c'est pareil. Ils prennent des images qu'ils trouvent sur Internet. Et majoritairement, sur Internet, il y avait des photos d'émeutes. Et donc, banlieue, c'était plutôt émeute. Voilà. On va faire les photos des banlieues quand ça brûle, essentiellement. Donc c'est pour ça que les photos sont surreprésentées. Et quand ensuite on pioche dans ce stock d'images, c'est celle-ci qui semble être représentative. Et ça, c'est le biais. Et là, vos collaborateurs qui vont entraîner les modèles, c'est toute leur expertise qu'ils doivent mettre là, en fait, pour éviter ces biais, justement. C'est-à-dire qu'en gros, quand on demande à une intelligence artificielle de travailler pas à notre place, mais en amont de notre intervention, il faut que ce soit dans un secteur où on a une forme d'expertise pour être capable de déceler si ce qui sort est juste ou faux. C'est ça. Et même dans l'utilisation, il faut que petit à petit, parce que votre modèle, vous allez continuer à lui donner des données et donc à l'entraîner, il faut s'assurer qu'il ne pivote pas vers... Voilà, il faut quelques indicateurs. Et puis un expert, moi je dis un dresseur d'algorithme, c'est un peu ça, c'est un de vos collaborateurs qui est expert de son métier, qui va avoir quelques indicateurs et qui va voir si l'algorithme dévie ou pas. Mais ça veut dire que, par exemple, les 2 images qui ont été générées, maintenant elles existent d'un point de vue numérique, elles sont présentes quelque part. Donc elles augmentent, elles vont augmenter l'a priori faussé, à partir duquel de nouvelles images peuvent être de nouveau créées. C'est ça, c'est un vrai problème, c'est l'emballement en fait. On réentraîne avec des données générées par l'algorithme, et donc s'il y a un biais, il va y avoir un effet amplificateur. Ouais. C'est moyennement rassurant. C'est pas rassurant du tout. Surtout qu'il y a d'autres trucs pas très rassurants que je vais vous raconter. Ouais. Bon. Moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Là, on parle d'entraîner les données, les logiciels avec des données. Donc, ce métier d'entraîneur de données, là, on comprend à peu près. Je pense que chacun peut se dire, oui, tiens, dans ma boîte, ça pourrait être ça. Mais qu'en est-il de la propriété intellectuelle? C'est-à-dire que d'un seul coup, le logiciel, c'est pas nous, il ne nous appartient pas. Et donc, on va aller le nourrir avec des données qui viennent sans doute de notre activité, de notre expertise. C'est ça. Alors, dans le cas de ChatGPT, il ne vous appartient pas du tout. Et d'ailleurs, ils ont reconnu que, grosso modo, alors c'est les Américains, donc ils ont aussi ce sens de la répartie, où ils ont répondu est-ce que vous avez bafoué le droit d'auteur? Nous n'aurions pas la puissance que nous avons dans notre algorithme si nous n'avions pas bafoué le droit d'auteur. Voilà. Vous voulez de la puissance, donc on ne respecte pas la loi. Quoi. Ouais. Il y a un peu ce côté-là. Et d'ailleurs, il y a ça c'est la photo d'après, chez Samsung, il y a 4 ingénieurs au tout début, quand ChatGPT est sorti, qui n'étaient pas d'accord sur un sujet. Ils se sont dit, on va demander à ChatGPT. Et puis on lui a fait un prompt. Première question, et la réponse n'était pas terrible. Alors du coup, ils ont mis un peu plus de détails. La réponse n'était toujours pas terrible. Ils ont remis encore plus de détails. Et ça, jusqu'à révéler des secrets industriels sur le prochain produit de Samsung. Donc en fait, quand vous posez une question à l'algorithme, type ChatGPT, comme ça,
bah, vous l'entraînez. Et puis maintenant, ils savent par rapport au comportement que vous avez à la réponse, c'est-à-dire est-ce que vous fermez la fenêtre, est-ce que le temps que vous lisez, que vous restez sur la fenêtre, ils savent si ce qui vous indiquait est bon ou pas, selon vous. En fait. Et donc là, ils réentraînent le modèle par rapport à ça. D'accord. Alors, par contre, là, le fait de lâcher des informations, des secrets industriels, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de s'en rendre compte. C'est gênant si c'est réexploité, mais si c'est juste d'avoir posé une question, enfin, il a bien fallu que quelqu'un se dise cette information est intéressante. Oui, tout à fait. Ben, en fait, chez Samsung, comme dans toutes les entreprises, hein, il y a toute une infrastructure de réseau qui permet de filtrer un petit peu tous les flux qui passent vers l'extérieur de l'entreprise et qui rentrent. Et ce que je veux dire, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que du côté du logiciel qui a été utilisé, en l'occurrence ChatGPT, il y a bien eu la capacité à saisir que dans ce prompt-là, il y avait une information qui avait une valeur particulière. Non, on s'en fout. Oui, donc est-ce qu'il y a un risque dans ce cas-là? Parce qu'il faut bien que quelqu'un puisse repérer qu'on a lâché une information stratégique. Ben, si vous posez la bonne question, il va vous ressortir l'information. Ah oui, voilà. C'est-à-dire que si Apple, juste après, ils disent « Ah oui, bien, d'accord ». C'est ça. Et on peut imaginer qu'il y ait des gens qui... Ou Alcatel, hein, je voudrais pas avoir l'air de dire que... Oui, parce qu'ils font ils innovent aussi. Hein, ouais. Et on peut imaginer que l'intelligence américaine puisse se servir de tout ce qui passe chez OpenAI pour surveiller. Hein. Ils l'ont bien fait avec la NSA. Pas pourquoi ils ne le feraient pas là. Bien, effectivement, on est de moins en moins rassurés. Non. J'en ai deux autres. Hein. Allez-y. Je vous ai dit, l'algorithme, il est entraîné potentiellement par vos collaborateurs. Et c'est l'expertise de vos collaborateurs, via les données, que vous transférez à l'algorithme. Et bien ça, nos amis de ChatGPT, pour faire ça, ils n'ont pas utilisé des robots ou des collaborateurs américains, ils ont utilisé des étudiants kenyans sous-payés. Voilà, les nouveaux forçats du net. Si vous cherchez, par exemple, il y a Amazon qui propose un service de ce type-là qui s'appelle Amazon Turk Mechanic Turk, parce que c'est de l'anglais. Voilà, qui permet en fait de faire des tâches à très bas coût quelque part dans le monde, reconnaître un montant sur des factures, dire si cette photo est regardable ou pas par un enfant ou ce genre de choses là. Est-ce que c'est choquant ou pas, voilà. Donc on paye des gens à la tâche comme ça, sous-payés qui peuvent pas en vivre, hein, mais qui deviennent complètement dépendants de ce travail-là. Et puis le dernier. Effectivement, j'interviens parce que je vois le tendance, mais ce modèle Amazon, je pense, nous parle, parce qu'on sait très bien qu'il y a un très 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 gros milliardaire qui règne sur une pyramide de gens sous-payés. Ah oui, c'est exactement mais ça. par contre, il y a une base encore plus large de clients contents. C'est le modèle capitaliste que vous avez... Non, c'est ça. D'accord, pas ça. C'est la Continuons. Et le dernier, c'est que niveau environnement, en fait, ces algorithmes-là consomment énormément. Aujourd'hui, l'aviation et le numérique, on est à 4-5% des émissions de gaz à peu près. L'aviation continue de croître, mais c'est assez gentil. Le numérique est en train d'exploser. Alors, principalement par la production de nos appareils, mais aussi, il faut savoir que ces algorithmes-là consomment énormément. Ils consomment à l'entraînement. Le premier entraînement de ChatGPT, c'est à peu près 4500 allers-retours d'un Airbus Paris-New York, à peu près. Et puis, quand vous générez une image, c'est 2 recharges d'iPhone. C'est ça, à peu près. Donc, c'est pas neutre. Hein. C'est pas neutre. Et comme l'adhésion est massive, hein, ChatGPT, 100 millions d'utilisateurs en 3 mois. C'est colossal. Et donc là, vu les usages multipliés par la consommation... Voilà. Et donc, voilà, c'est ce que je fais en entreprise. Et c'est par ça qu'il faut commencer à faire, c'est que tout le monde se rende compte. Alors, il y a des opportunités, celles que je vous ai représentées avant, il y a des risques, et bien on en parle ensemble, et parce qu'il y a les risques aussi d'amener ces algorithmes-là dans l'entreprise, et ça, ça se gère. Il y a des matrices de risques faites par le MIT qui sont accessibles, pour une fois. Il y a l'IA Act, donc, qui est un décret européen qui va être sans doute appliqué en France, qui définit aussi les responsabilités, les usages pour protéger, un peu comme RGPD l'a fait sur nos données personnelles, là pour nous protéger par rapport aux algorithmes. Donc il y a tout ça qui est en train d'arriver, et c'est important que tous les collaborateurs comprennent et s'en saisissent, parce que vos collaborateurs, ils utilisent les IA génératives, c'est sûr. Donc là, on comprend qu'il y a quand même des moyens d'agir en se renseignant. Alors, est-ce que vous avez une diapo d'ailleurs? Oui, une dernière. Oui, ça peut être important peut-être de voir les intitulés exacts des sites sur lesquels on peut aller. Et il y a aussi le niveau réglementaire au niveau européen pour protéger les citoyens européens des risques. Juste une petite précision tout à l'heure quand vous parliez des 2 courbes
Vous avez parlé des GES, c'est les gaz à effet de serre. Oui, c'est ça. D'accord. C'est juste pour que parfois on comprenne bien ce dont il s'agit avec les sigles auxquels on est plus ou moins habitué. Et donc, deux ressources qui sont complètement gratuites pour les entreprises. La première, c'est vous avez des MOOC, donc c'est une formation en ligne faite par les BPI, qui est accessible à tous, hein, à vos collaborateurs. Il y a des petits modules, donc ils vont un peu répéter ce que j'ai dit aujourd'hui, hein, mais voilà, il y a des petits modules d'une heure. Il y a des formations si jamais vous voulez que certains collaborateurs montent un peu plus en compétence, soit ils creusent un peu plus, il y a des choses qui peuvent durer une journée, voilà. Et puis, il y a un accompagnement de la région qui s'appelle DIVA, où vous avez, mes collègues et moi, donc les confrères et moi, on peut intervenir, pareil, gratuitement. C'est un fonds européen qui a été mis en place voilà, pour faire de la culturation dans les entreprises et potentiellement détecter des premiers cas d'usage que vous voudriez mettre en œuvre et vous accompagner dans la mise en place de ces cas d'usage-là. Très bien. Bon, je vous remercie. Merci Et beaucoup. je pense que tout le monde va vous remercier.